d'envergure à la politique municipale, dont on dit trop souvent de la ville qu'elle n'est qu'une administration, et dont on abaisse trop souvent son rôle à celui des nids de poules. À une certaine époque, je me rappelle de ma première campagne, c'était 2005, n'a porté que sur les nids de poules et la pauvreté. Alors, on va donner un peu de hauteur. Comme vous le savez, depuis 2008, il y a plus de la moitié de la population du monde qui vit dans les villes. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que dans les 40 prochaines années, donc d'ici 2050, c'est pas si loin que ça, c'est votre horizon de vie, la grande majorité d'entre vous. Je m'excuse parce qu'à 58 ans, on en a ajouté 40, 98, je trouve ça un peu fort. Mais d'ici 2050, c'est pas si loin que ça. Il y aura 7 milliards d'habitants dans la ville. C'est-à-dire que d'ici 2050, il y en aura 3,5 milliards de plus. La population urbaine du monde va doubler dans les 40 prochaines années, si bien qu'en 2050, 70% de la population du monde va vivre en ville. C'est comme si le fait de vivre en ville était le destin, avait été programmé dans l'histoire de l'humanité comme devant être son destin. Et ça pose la question, si c'est notre destin en tant qu'espèce sur la planète Terre, on doit réfléchir à ce que ça veut dire de vivre en ville. Et comment on peut s'assurer de vivre en ville de manière que ce soit émancipateur pour l'humanité, que ce ne soit pas une fatalité. Alors moi, j'ai la conviction, vous savez, je suis urbaniste de profession, j'ai la conviction, je traite de la question urbaine depuis le milieu de ma vingtaine, et j'ai la conviction profonde que la ville a été émancipatrice, qu'elle a permis de construire une civilisation, qu'elle a permis de répondre adéquatement à nos besoins primaires et jusqu'à nos besoins les plus élevés. J'ai cette conviction-là profonde. Et j'ai quand même une inquiétude quand je regarde l'avenir, quand je regarde le volume en présence, et je me pose complètement la question, et c'est la question que nous nous sommes posée dans ce congrès, et c'est la question à laquelle répond notre programme tel que nous l'avons formulé, c'est comment doit-on vivre en ville pour que la ville continue d'être émancipatrice, puisque c'est notre destin comme espèce vivante sur la planète Terre. On est loin des nids de poules, vous ne trouvez pas? Et quelle est la place de Montréal dans tout ça? Il faut se demander, là, dans ce grand destin de l'humanité, la place des villes dans leur ensemble, Montréal a-t-il un rôle particulier à jouer? Bien sûr, au premier degré, répondre aux besoins de ses habitants, mais de manière plus large que ça. Alors, je fais remarquer d'abord que Montréal, c'est au début la rencontre de deux des principales cultures européennes, l'anglais et la française. Ensuite, dans les décennies, le siècle qui a suivi, c'est la rencontre de toutes les cultures européennes. Dans les dernières décennies, c'est la rencontre de toutes les cultures du monde. C'est pas rien, là. Alors, c'est bien que je qualifie Montréal de ville-monde, une ville qui résume le monde. Mais sans oublier qu'à l'origine, deux cultures fortes d'Europe, toutes les cultures d'Europe, et maintenant toutes les cultures du monde. Par ailleurs, Montréal est à l'Amérique ce que Copenhague m'apparaît être à l'Europe. Une ville de taille, une métropole de taille intermédiaire, excentrique sur le continent, et le Québec, j'ajoute, m'apparaît être similaire à ce qu'est le Danemark en Europe. C'est-à-dire une communauté avec une identité très forte, une langue considérée difficile par les autres habitants du continent, qui permet de bâtir une culture spécifique, des communautés de petite taille avec chacune une métropole forte, qui est forcément la locomotive de l'ensemble de la communauté, Montréal, encore au Québec, Copenhague, par rapport au Danemark, un dynamisme, une créativité très grande. Alors moi, j'aimerais que Montréal devienne à l'Amérique ce que Copenhague est à l'Europe. J'aimerais que le Québec devienne à l'Amérique ce que le Danemark est à l'Europe. Et si vous avez des doutes sur la légitimité, le bien fondé, c'est-à-dire de cette ambition, allez sur Internet, regardez ce qu'est le Danemark, le pays le plus prospère d'Europe, le pays le plus égalitaire d'Europe, le pays peut-être le plus créatif d'Europe à part de population donnée, à peine 5 millions d'habitants. Alors, je crois que nous avons beaucoup à donner à notre continent. Je crois que nous pouvons, nous, à Montréal, être l'inspiration de l'Amérique pour les 40 prochaines années. Et ça, c'est vraiment
malheureusement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit, moi, le petit noyau de départ, raconté pour le projet Montréal en 2004, c'est qu'on ne voyait pas que cette ambition pour Montréal, ce rôle que devait jouer Montréal, au premier chef, au bénéfice de ses habitants, et en tant qu'inspiration pour le reste de l'Amérique, on ne voyait pas le jour où ce serait pleinement soumis. Alors, si on regarde les 10 dernières années, je n'utilise pas beaucoup de chiffres dans cette allocution, mais il y en a quelques-uns qui me font mal. 220 000 Montréalais au net ont quitté Montréal les 10 dernières années, 22 000 par année. Grosso modo, 9 000 ménages par année, minimum 7 000 familles. C'est pas compliqué. Une famille sur deux des classes moyennes quitte Montréal à la mort du deuxième enfant. Ça n'a pas de bon sens. Dans les 10 dernières années, on sait comment le modèle d'aménagement du reste de la région métropolitaine hors de Montréal est différent de ce qu'a été le mode d'aménagement historique du cœur de Montréal. Alors, forcément, il faut se faire des autos. 400 000 autos de plus dans les régions de Montréal ces 6 dernières années. Alors, cet ajout, ce déplacement, c'est-à-dire de 220 000 habitants ces 10 dernières années, et ce qui fait le plus mal à Montréal, à tous égards. Il y a des conséquences sociales. C'est les classes moyennes qui quittent Montréal. C'est les familles des classes moyennes qui quittent Montréal. Il ne faut jamais dire que Montréal est pas un endroit adapté aux besoins des familles, puisqu'il y a des centaines de milliers de familles à Montréal, et les familles moins fortunées vivent toutes à Montréal, et Montréal sait répondre à leurs besoins. Alors, ce n'est pas de dire que Montréal n'est pas adapté aux besoins des familles, mais Montréal, malheureusement, ne retient pas ces familles des classes moyennes. Ça fait en jeu. Alors, il y a des conséquences sociales qui sont une sorte de dualité de plus en plus sociale sur l'île de Montréal. Des enclaves de riches, très confortables, Westmount, Ville-Montréal, Maisando, vous les connaissez, ou des îlots très spécialisés avec clientèle spécifique, comme malheureusement le Wellington est en train de devenir. Par ailleurs, un appauvrissement qui tend à gagner de la population, qui tend à gagner l'ensemble de l'île. Il n'y avait pas de pauvreté il y a 15 ans à Saint-Laurent. Il n'y avait pas de pauvreté il y a 15 ans. Il y en avait, j'ai visité avec Michael Labelle le territoire de Pierrefonds il y a 2 semaines, et j'ai revu le seul niveau de pauvreté qu'il y avait il y a 15-20 ans dans Pierrefonds. Malheureusement, maintenant, il y a de la pauvreté qui s'est immiscée un peu partout dans Pierrefonds. C'est la même chose, bien sûr, à Montréal, c'est bien sûr dans l'Évreux. Et ça, un clivage de population comme ça, c'est très pernicieux en termes sociaux. Alors, il y a des conséquences sociales, des conséquences politiques. Ce déplacement, cet exode de Montréal de couronnes oblige à l'ajout de députés pour représenter adéquatement, en vertu de la règle démographique de base, de 40 000 élus pour un député. C'est pour ça qu'il y a eu 3 députés de plus. 3 députés de 3. Un Renard, un Courant, un Courant à la dernière élection municipale. Donc, le poids politique de Montréal diminue, d'autant que la population des couronnes est beaucoup plus homogène, classe moyenne, francophone, toujours à 85-86%. Donc, elle peut avoir un comportement qui permet à un gouvernement de basculer d'une formation politique à l'autre, dépendamment de l'enjeu de l'ère, quand c'est bien joué. Alors qu'à Montréal, malheureusement, est devenu un jeu politique à somme des conséquences environnementales terribles, en termes de dilapidation du territoire, de destruction des voisines, le territoire agricole qui disparaît, la production de gaz à effet de serre, même si les autos consomment moins, on en a 400 000 de plus, 40 000 de plus par année, et les conséquences économiques. Les conséquences économiques sont terribles. Le déficit de la balance commerciale du Québec est de 25 milliards par année. 25 milliards. C'est dû à quoi, vous pensez? 16 milliards du pétrole, 9 milliards de l'automobile. Si vous avez lu la presse ce vendredi, le mouvement des jardins a toujours publié une étude sur le sujet et il se désole du déficit structurel de la balance commerciale du Québec, imputable à quoi? Au pétrole et à l'auto. Par ailleurs, en termes d'investissement, c'est grosso modo 9 000 ménages qui quittent Montréal à chaque année. Ils commandent leur nouvelle maison en banlieue. Ça va avoir un impact sur les statistiques d'investissement immobilier. En fait, c'est 2 milliards par année ces 10 dernières années sur l'île de Montréal, contre 5 milliards par année dans les banlieues, dont les 2 tiers sont imputables à l'exode des Montréalais. C'est-à-dire c'est les Montréalais eux-mêmes qui, en plus de dépenser 2 milliards sur l'île de Montréal, de commander des travaux à hauteur de 2 milliards, commandent des travaux hors Montréal à hauteur de 3 milliards. Et c'était
l'activité économique que l'on perd, les taxes que l'on perd, la consommation sur nos rues commerciales que l'on perd, et ainsi de suite, à cause de ça, des conséquences économiques terribles. Enfin, toujours parlant d'économie, 3 emplois sur 4 sont créés hors Montréal. C'est comme si, comme société québécoise, on s'était dit, l'avenir du Québec, l'avenir de Montréal, métropole du Québec, il repose sur Sainte-Julie, Saint-Constant, Mascouche, puis nommez-les toutes, il y en a 60 au total, mais pas sur Montréal. Et ça, c'est un très mauvais choix d'avenir pour l'ensemble du Québec, et tout particulièrement pour les Montréalais. Et c'est ce choix, ce mauvais choix d'avenir, que nous proposons d'inverser avec le programme que nous avons adopté en fin de semaine. Je me dois de souligner la lourde responsabilité du gouvernement du Québec dans ce que j'ai vous décrire. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais en termes d'aménagement du territoire, en termes d'infrastructures routières, en termes de politique d'habitation, à tous ces égards-là, le Québec est souverain. Puisqu'en vertu de la Constitution canadienne, tous les pouvoirs relatifs au développement du territoire, à l'organisation municipale et à tout ce qui concerne le développement des villes, sont entre les mains des provinces. Alors nous sommes souverains. Alors quand on choisit l'étalement urbain, quand on choisit l'American Welfare, quand on choisit Saint-Constant ou Brossard plutôt que Montréal, c'est en toute souveraineté que nous le faisons au Québec. Et à cet égard-là, on a eu des mauvaises nouvelles hier. Hier, la lecture des journaux était vraiment déprimante. Alors, un premier article que je trouve, la nouvelle de la veille, est confirmée dans les médias, on va ajouter l'an 19. On va mettre quelques centaines de millions de dollars pour l'an 19. Rappelez-vous, le cycle précédent, ça a été le nouveau pont dans l'âge 2005, c'était les trous de tard. Le cycle actuel, Turcot et le pont Champlain ne suffisaient pas, on va ajouter l'an 19. Et pour le futur, on en rajoutera d'autres. C'est quand la dernière fois que le gouvernement du Québec a investi des modes structurants de transport collectif sur l'île de Montréal? Je peux vous le dire quand est-ce que c'est. On a inauguré la dernière station de métro sur l'île de Montréal en mars 1988. Il y a de cela 25 ans et 3 mois. Depuis ce temps-là, comment est-ce que le gouvernement du Québec investit dans le développement d'outils? Comment est-ce qu'il compte investir? Comment est-ce qu'il investit présentement? Comment est-ce qu'il compte investir dans l'avenir? Et quand on parle, quelque chose de très simple, le prolongement du métro sur quelques kilomètres jusqu'à la ligne bleue. Aux dernières nouvelles, pas avant 2019. À comme ça, on prenne la décision rapidement, nous, nous hésitons. On n'a pas l'air pressé d'apprendre. Alors on dit, pas avant 2019. Peut-être certains d'entre vous me l'avez déjà entendu dire, mais mon premier emploi comme urbaniste, savez-vous ce que c'était? En 1987. Je participais à une équipe de travail de l'Université de Montréal qui devait déterminer les conditions d'expansion du métro de la station Saint-Michel en Anjou. En 1987, ça a été mon premier emploi comme urbaniste. Depuis ce temps-là, on a dû dépenser 150, 200 000 d'études sur le prolongement du métro. Toujours dire qu'on ne l'a pas eu. Deuxième mauvaise nouvelle, c'était terrible hier dans les médias, peut-être l'avez-vous vu dans la presse, cette double page sur 1 milliard de dollars qui va s'investir dans les centres commerciaux autour de la grande région métropolitaine ces années-ci. Minimum 1 milliard de dollars. Vous connaissez tous votre rue commerciale de quartier, que ce soit la rue Montréal sur le plateau, que ce soit la rue Wellington à Verdun, la rue Fleury à Antibes, et ainsi de suite, la rue Ontario dans Chagrin. Avez-vous vu beaucoup de nouveaux espaces commerciaux ces 10 dernières années? Vous avez peut-être vu des changements de locataires, des changements de bailleurs, mais en absolu, de l'accroissement de la superficie commerciale. Moi, ça fait 12 ans que j'habite au centre-ville maintenant, et je ne serais pas capable de vous pointer du doigt un seul nouvel espace commercial, c'est la rue Sainte-Catherine. Alors, il ne s'est rien passé ces 10 dernières années pour valoriser l'acte d'achat, l'expérience des rues commerciales. Il y a eu zéro investissement pour de la Junette, il y en a eu un peu pour la transformation. Dans l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a eu? Faubourg-Boisbriand, le 10-30, les galeries Boucherville, et là, on nous annonce 1 milliard de plus. On est loin du programme de projet Montréal. On dit, Montréal a un grand destin, mais malheureusement, ça n'arrête pas encore. C'est pour ça que Montréal est tant besoin de nous. Troisième nouvelle terrible.
dans ses champs, dans la plaine agricole du Saint-Laurent, la première communauté privée réservée aux personnes retraitées, c'est-à-dire où on ne veut pas d'enfants. Il y aura une clôture autour, et l'un des critères pour habiter là, c'est qu'il n'y ait pas d'enfants. Et c'est autorisé. Cet article-là nous dit que c'est autorisé et ça ne déroge pas au PMAD, le fameux plan métropolitain d'aménagement et de développement. Mais c'est terrible, c'est le pire d'une certaine Amérique. Alors que moi, je souhaiterais, parce que peut-être qu'il y a peut-être beaucoup de mauvaises choses en Amérique, une formidable intelligence en Amérique. Alors je préférais qu'on s'inspire de l'intelligence de l'Amérique et de l'intelligence de l'Europe et qu'on fusionne ces deux types d'intelligence pour offrir quelque chose d'extraordinaire au monde. Alors voilà la réalité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle a été ces 10 dernières années, la réalité malheureusement telle qu'elle est aujourd'hui. L'espoir, c'est le programme de Projet Montréal, c'est la prochaine élection. Alors, mais comment ça se fait que ça s'est passé comme ça ces 25 dernières années? Il n'y a personne qui a défendu Montréal. Je vais vous donner l'exemple le plus simple ici, qui m'est assez cruel d'ailleurs à titre personnel, le projet de Turcot. Alors, on fait dans la campagne, on dénonce Turcot, Sophie Thibault dans le sud-ouest fait une bataille extraordinaire, et on réussit à semer un doute dans la tête de Gérard Tremblay, qui se fait élire en se faufilant à la faveur d'une lutte à trois, et qui dit, qui m'invite à joindre le comité exécutif, et il est responsable de l'urbanisme, et il dit, je pense qu'il n'y a pas d'argent. Alors, au moins réfléchir à ce que pourrait être un autre Turcot. Alors, comme responsable de l'urbanisme, je prends la direction de la préparation d'une alternative urbaine à Turcot, répondant adéquatement aux besoins de transport, à la fois routier et ferroviaire, mais en même temps maximisant le potentiel de développement de Montréal. Et on arrive comme ça, vers la mi-mars à peu près, avec le projet d'alternative Turcot de la ville. Extraordinaire. 8 000 logements, un nouveau quartier complet, le quartier de la Falaise, un quartier vert, qui aurait eu toutes les qualités que l'on peut imaginer et qui aurait permis de retenir une cohorte annuelle de ménages, de familles s'exilant dans la banlieue. Alors on prépare ça, on le présente à la population avec fierté, d'ailleurs dans le grand hall de l'hôtel de ville, en présence de tous les chefs de parti, Louise Arène, Gérard Tremblay, moi, et du représentant des Villiers, Peter Trent, maire de Westmount. Et là, les applaudissements, c'est unanime dans les médias. Quel formidable projet! Un petit détail près, il y en a qui se sont moqués de l'échangeur circulaire, mais on s'est-tu à dire qu'il soit circulaire, triangulaire ou carré? C'est pas ça l'essentiel de la question. 48 heures plus tard, Gérard Tremblay veut changer. Parce que cette proposition a